Alors, c'est parti. Alors, les nouveautés Google Classroom pour les enseignants. Je me présente, Alexandra Coutelet. Je suis connue sur les réseaux sociaux comme la geek de service. Vous allez donc me trouver assez facilement en tapant le tout. Sur les réseaux sociaux, je vous suggère fortement de désactiver vos notifications et de ne pas être notifié chaque fois que je publie quelque chose. Surtout que je suis une lève-tôt et que des fois, je publie très tôt le matin et un peu trop souvent. Donc, désactivez vos notifications. Mais vous allez me trouver aussi super rapidement si vous avez des questions. Parce que suite à la présentation d'aujourd'hui, c'est sûr qu'en 1 heure, et on pourra rester après pour des questions sans problème, mais on n'aura pas le temps d'aller faire plein de tests techniques, puis d'aller jouer dans vos outils, d'être très main sur les touches. Fait que ça se peut qu'après, il y a des questions qui émergent où vous me dites « Ah, mais tu avais montré ça, puis moi, je ne l'ai pas dans mon outil, puis il est où? » Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez me rejoindre un peu partout, là. Il y a des messageries dans tout. Je réponds partout. Mais je vais aussi vous inviter, et j'ai avec moi mes 2 collègues du GEG Québec, qui est un groupe, le Google Educator Group pour le Québec, qui est un groupe Facebook où on peut justement aller poser des questions. Si vous pensez que votre question, elle va pouvoir être utile à d'autres, je vous invite à la poser là. Je vais être à l'affût. Je vais répondre là aussi. Mais parfois, ben, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir bénéficier de la réponse aussi, qui ont peut-être la même question que vous. Donc, vous pouvez me rejoindre moi. Si vous n'êtes pas sur Facebook, on ne vous force pas dans la vie d'être sur Facebook non plus, bien, vous pouvez m'écrire et je pourrais poser la question au groupe, voir s'il y en a d'autres qui ont la même préoccupation et vous revenir avec les réponses aussi. Donc, dans le clavardage, vous allez avoir Chantal Labran et Roxane Tremblay qui vont m'aider à répondre aux questions. Je vais garder les questions pour la fin, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ils vont pouvoir répondre à certaines questions. Sinon, ils vont me faire un topo des questions à la fin. Et à la fin, on ouvrira les micros et on pourra tous se jaser ensemble. Ça vous va comme plan de match? Vous pouvez me faire, vous avez des petits emojis en bas, j'aime bien voir, il y a des petits cœurs, des petits pouces en l'air. Bon, il y a un petit pouce en bas, j'aimerais ça pas le voir trop souvent, celui-là, aujourd'hui. Mais vous pouvez utiliser les autres. Plus on les utilise, plus ça me déconcentre dans ma boîte à gauche. Mais il n'y a pas de souci, ça va bien aller. Alors aujourd'hui, je vous présente le tout en 4 volets. Le premier, bon, on a déjà un volet de fait, donc ça va déjà pas pire. On a 4 minutes, puis on a déjà fait le point 1 ou presque. Donc, l'accueil et l'aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on va parler d'apprentissage personnalisé et différencié dans les outils que je vais vous présenter. On va parler d'intégration connectivité. Ce sont des modules complémentaires qu'on peut ajouter à Google Classroom. Donc, on va parler des nouveautés de ce côté-là et de quelques petites fonctionnalités qu'on demande, d'ailleurs qu'on demande depuis longtemps. Google Classroom fête cette année ses 10 ans. Je suis curieuse dans le clavardage de savoir, vous, est-ce que ça fait 10 ans que vous l'utilisez? Est-ce que ça fait 1 an, 2 ans? Essayez de calculer, de voir, est-ce que ça fait 10 ans de votre côté? Et il y a plein de fonctionnalités. Je ne vous dis pas qu'on a tout répondu à tout ce qu'on voudrait que ça fasse. Là, ça ne corrige pas encore à notre place. Mais on a certaines fonctionnalités qui, moi, il y a 10 ans, quand ça a commencé, j'aurais bien aimé ça les avoir et jusqu'il y a quelques années. Donc, je vais vous montrer certaines nouveautés. Oui, il y a plusieurs qui me nomment que ça fait 10 ans. Donc, voilà, on fête les 10 ans. J'ai plusieurs objectifs aujourd'hui. Il y en a 2 décrits à l'écran. J'en ai un 3e. Mais avant de me lancer, je vais juste être sûre qu'on est tous sur la même longueur d'onde pour pas qu'il y en ait qui repartent déçus. Il y a beaucoup de fonctionnalités que je vais présenter, pas beaucoup, presque toutes, qui proviennent des licences Teaching and Learning ou qui proviennent de Éducation Plus. Si vous avez la version Fundamentals, qui est la version de base gratuite, ça se peut qu'il y ait des fonctionnalités aujourd'hui que vous dites, ben là, moi, je veux ça, mais je ne l'ai pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup des fonctionnalités pour les licences Teaching and Learning et Éducation Plus que je vais vous présenter. Par contre, si c'est parce que vous êtes curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette version-là, bien, ça va être une bonne façon de découvrir le tout. Je sais qu'il y a plusieurs milieux
des écoles, des centres de services qui ont débuté par des licences Teaching and Learning parce qu'on peut en prendre seulement quelques-unes. Donc, des fois, on se prend un petit groupe, on se fait un projet pilote, on l'essaie, on fait des tests et là, ben, ça fait des petits et éventuellement, on passe à une version Éducation Plus, mais je sais qu'il y a de plus en plus de milieux qui ont soit un, soit l'autre des deux versions. Donc, aujourd'hui, je vois Maxime, un des curieux, qui vient voir ce que c'est. Donc, juste pour pas qu'on reparte en disant, ben là, j'ai rien de tout ça, je voulais mettre ça bien, bien au clair. Je pense que c'était clair aussi dans l'invitation, mais quand même, je voulais le rappeler. Donc, deux objectifs, en plus de regarder ensemble quelques petits extras, parce que même s'ils m'ont fourni une présentation, je suis du genre à vous faire découvrir 2, 3 petits extras ici et là, moi, de temps en temps. Et on va regarder des outils qui sont disponibles et j'ai choisi quand même de vous montrer certains outils qui sont disponibles seulement en anglais. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais moi, en anglais, ça ne me sert pas. Je vais vous les montrer parce que souvent, ce sont des outils qui, dans quelques mois, vont devenir disponibles en français. Donc, c'est le fun d'avoir un aperçu de ce qui s'en vient. Et ben, je sais déjà que j'ai ma super Lynn Johnson qui enseigne en anglais, entre autres. Donc, peut-être que certains outils peuvent être déjà utilisés par vos collègues en anglais. Mais je vous les montre quand même. Il y a certains outils que j'ai choisi d'enlever parce qu'on ne les a pas pantoute au Québec. C'est le cas, par exemple, de l'intégration avec PowerSchool, qui est un outil utilisé aux États-Unis que nous, on n'avait pas. Donc, ça se peut que vous voyez cette même présentation-là donnée par d'autres et que là, il y a ça de présenté, mais moi, je les ai enlevés si ça ne nous appartenait pas du tout, du tout, du tout et que ça n'arrivera jamais. On va regarder aussi les outils de gestion de notes et de communication avec les parents. Je sais que pour la plupart d'entre vous, on utilise Mosaïque Portail, Pluriportail dans vos milieux, mais je tenais à vous les montrer pareil parce que des fois, on peut avoir le goût de noter des choses d'un côté pour après ça les noter ailleurs. Ce sera à vous de voir s'il y a une utilité, mais je vais vous montrer ce qui existe. Des fois, ça peut nous donner des idées. Donc, c'est le plan de match pour le moment. Je vais basculer entre une présentation et des démos dans un compte où, vous inquiétez pas, c'est une coquille vide où il n'y a pas d'information d'élèves, il n'y a pas d'information rien. Donc, vous allez avoir une classe vide de démos dans laquelle je peux faire un peu n'importe quoi. Mais je vais basculer parce que vous allez voir que dans la présentation, il y a certaines illustrations et gifs animés et vidéos qu'on m'a fournis qui sont en anglais. Mais je vais basculer dans ma console et mes outils en français pour que vous puissiez voir ce que ça a l'air en français. Je pense que c'est quand même pas trop dérangeant si certaines choses sont en anglais. Alors, vous êtes prêts? Je vous montre un premier outil, puis je commence par un outil qui est juste disponible en anglais, mais qui, moi, me donne tellement le goût de retourner enseigner, du moins au primaire, juste pour pouvoir utiliser ce genre d'outil-là. On parle de Read Along dans Google Classroom. Et là, je vais vous faire jouer la petite vidéo. Elle est en anglais, mais parce que Timinou, elle est trop cute. Et je veux que vous voyez le potentiel de l'outil. Pour l'instant, il est disponible en anglais, en espagnol et en portugais. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était seulement en anglais. Maintenant, on a l'espagnol, le portugais qui est ajouté. Fait qu'on devrait être dans la 3e vague éventuellement d'un outil qui pourrait être disponible. C'est beaucoup plus axé sur le primaire parce que vous allez voir, l'environnement est beaucoup plus pour les tout petits qui apprennent à lire. Mais je vois du potentiel éventuellement en francisation aussi, si ça pouvait être disponible en français. Donc, je vous montre une petite intro avec un petit minou qui utilise l'outil juste pour que, c'est pas très long, juste que vous puissiez voir qu'est-ce que ça a de l'air. Bill chokes the... To get reading help, tap the word checks the shed. Read this out loud. Shed. Best is on aunt. Not there. Well done, you got that. Best
Donc, je l'arrête, mais ça vous donne une très bonne idée de l'apprentissage de la lecture de façon autonome. Et là, je vais vous montrer les bénéfices de l'avoir dans Google Classroom pour les enseignants, parce que vous vous souvenez que j'ai dit que c'était pour les enseignants, mais vous voyez le potentiel pour un élève de pouvoir pratiquer sa lecture, une rétroaction immédiate, absolument, un petit personnage amusant qui va guider l'élève dans sa lecture. Et si je vous montre dans les avantages pour le côté enseignant, eh bien, je vais faire jouer la vidéo, mais il n'y a pas de son. Dans Google Classroom, on va pouvoir assigner une lecture de Read Along. On va pouvoir choisir un niveau. Ils ont un niveau qui s'appelle du Lexile, qui est un niveau de difficulté de langage, mais ça peut être aussi un niveau scolaire. Et là, on va pouvoir assigner à un élève en particulier, à un groupe d'élèves, à l'ensemble des élèves, une lecture qu'on va leur donner à pouvoir pratiquer à la maison. Là, ce que vous avez vu, c'est un enregistrement dans Google Meet, donc on voyait son visage, mais on ne verrait pas son visage d'habitude, c'est pas filmé. Il faudrait activer le micro et c'est à travers le micro qu'on peut pratiquer le tout. Donc, on peut choisir des livres et bien sûr, il y en ajoute de plus en plus. Est-ce qu'on peut faire ses propres projets? C'est pas des projets, celui-là, c'est vraiment des livres qui sont disponibles. On peut pas les créer nous-mêmes pour le moment. Et je dis pour le moment parce que qui sait, est-ce que ça va être utile à un moment donné est-ce qu'ils vont nous offrir le tout? J'ai pas vu ça. Il y a des choses que j'ai vues en passant que j'ai pas le droit de dire. Des fois, je signe des ententes de confidentialité et j'ai pas le droit de vous vendre le punch de ce qui s'en vient. Ça, je l'ai pas vu, Maxime. Donc, mais est-ce qu'avec tout ce qu'on voit avancer avec l'IA, ça serait une possibilité de pouvoir dire on va créer nos propres histoires? Ça pourrait effectivement devenir quelque chose. On va commencer par essayer de l'avoir en français, puis après, effectivement, ça pourrait être vraiment génial de pouvoir créer ces livres. Alors, quand le prof arrive dans son volet de Read Along, eh bien, il peut choisir, comme je disais, le niveau et après ça, regarder les différentes thématiques des livres pour pouvoir assigner le tout. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le prof, quand il a donné le tout, il va pouvoir aller voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette lecture-là et avoir un paquet de données. Donc, il va pouvoir aller voir les mots qui ont été le plus fréquemment difficiles pour le groupe d'élèves, mais par élève aussi. Je pense entre autres à tous nos orthopédagogues qui pourraient regarder pour retravailler certaines choses avec les élèves, les orthophonistes aussi et autres. Donc, on a quand même des données qui nous sont fournies sur la vitesse de lecture et autres. Donc, vous voyez le potentiel. Je comprends que pour le moment, mais vous allez me dire, c'est juste en anglais, mais je crois que vous voyez très bien le potentiel. Je vais vous vendre un petit punch parce que Google n'écoute pas présentement. Vous pouvez aller l'essayer, même si vous n'avez pas Éducation Plus ou Read Along. Je vais vous montrer rapidement. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais vous repartager sur un autre écran. Donc, si vous êtes curieux ou vous êtes un parent qui aimerait ça faire pratiquer ses enfants en anglais, en espagnol pour le moment, eh bien, vous pouvez aller sur le site readalong.google.com et même avec un compte personnel, on peut se créer un compte. On n'a pas, bien sûr, là, toutes les données qu'on avait dans Google Classroom, puis on ne peut pas vérifier notre groupe et tout, là. C'est plus la pratique 1-1, mais vous pouvez aller essayer le tout, voir les types d'histoires qui sont disponibles. Il y a un volet éducation qui est différent. Celui-là est plus grand public. Donc, il y a des livres qui ont été choisis dans Google Classroom, beaucoup plus éducatifs, d'autres qui sont un peu plus commerciales dans le Read Along de ce côté-là. Mais vous pouvez aller tester si vous voulez l'essayer, voir si vous-même, votre lecture et votre prononciation en anglais ou en espagnol est bonne. Mais vous pouvez aller l'essayer. Pour partager un devoir de Read Along, je vais aller, comme d'habitude, dans créer un devoir. Et si c'est activé dans votre centre de service scolaire ou dans votre école, parce qu'il faut que ce soit activé dans la console d'administration et que ce soit approuvé et disponible. Donc, ça se peut que vous arriviez puis vous me dites, bien, Alexandra, je ne l'ai pas, moi, l'icône. Mais si vous avez Teaching and Learning ou Éducation Plus, il faut aller l'activer, il faut qu'elle soit approuvée. Ça va être la même chose avec tous les modules complémentaires pour que ça fonctionne. Si vous ne savez pas comment, vous dites, je veux faire ma requête, mais je ne sais même pas quoi demander, vous m'écrirez, je vais vous
envoyer la page d'aide qui explique comment aller ajouter le tout dans la console. Mais tout simplement, ce que j'aurais à faire, c'est cliquer sur Read Along. Et là, comme vous avez vu dans la vidéo, malgré que c'est écrit en français, mes instructions ici, j'ai l'anglais, l'espagnol et le portugais qui est disponible. Et là, je pourrais venir, par exemple, en espagnol, venir choisir un livre et je l'assigne aux élèves que je veux. Donc, c'est une question de temps. On espère que ce soit disponible rapidement en français. Mais je voulais tout de même vous le montrer. Ça vous permet de voir aussi comment ça fonctionne quand on veut utiliser les modules complémentaires dans Google Classroom. Ça vous va? Oui, les profs d'anglais vont aimer, effectivement. Vous pouvez partager si vous avez des enseignants au primaire, des enseignants d'espagnol aussi. C'est sûr que si j'enseigne en secondaire 5, peut-être que je pense qu'elle s'appelle Ilia, qui ressemble un peu à Dora, elle va pogner moins un peu, mais quand même, un bel outil pour développer la lecture. On sait à quel point c'est important. Alors, je passe au prochain, qui sont les exercices guidés. Je serais curieuse de savoir, il y en a combien qui les utilisent, les exercices guidés, dans leur licence Teaching and Learning et Éducation Plus. Si vous pouvez me faire des petits plus, des petits feux d'artifice ou autres, me dire, oh, j'ai seulement quelques personnes. Oui, super, parfait. Donc, ceux qui l'utilisent déjà, il y a un petit bout où je vais faire un peu un récapitulatif de comment ça fonctionne. Ceux qui ne l'ont jamais utilisé, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne parce que ça existe depuis un certain temps, mais il y a certaines nouveautés. Donc, si vous l'utilisez quotidiennement, vous allez peut-être être content de certains ajouts. En tout cas, moi, je l'étais. Donc, les exercices guidés, vous ne serez pas très dépaysés. C'est un peu comme un Google formulaire. Donc, préparer des exercices avec de l'autocorrection, de la rétroaction ajoutée, mais ils ont plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Donc, ça vient bonifier, c'est un peu un méga Google formulaire alimenté par toutes sortes de choses qu'on peut utiliser pour donner des exercices à nos élèves pour qu'ils se pratiquent sur différents concepts. Les avantages au niveau des enseignants, bien, le gain de temps. Pourquoi? Parce que je vais vous le montrer dans quelques secondes. On n'a pas à tout recréer de toutes pièces. On peut réutiliser les Google formulaires et les transformer en exercices guidés. Et on peut même aller prendre des exercices dans des PDF et les importer sans avoir à tout retaper. Et vous allez voir qu'il y a certaines améliorations. Pour ceux qui avaient commencé au début, on essayait d'importer des choses. Maintenant, ça fonctionne très, très bien. D'ailleurs, si jamais vous voyez des choses qui, quand on le teste en français, là, ici, là, dans notre français Canada, et que vous dites, bien ça, là, ça fonctionne pas bien, écrivez-nous parce qu'on fait escalader le tout, soit dans le GEG Québec ou soit écrivez-moi à moi en privé. On essaie de leur faire part que de notre côté, le français ici, on a besoin que ça fonctionne de telle façon. Bon, ça fait 10 ans, Google Classroom, ça fait 10 ans que ça s'appelle le flux. Je l'ai dit, je me suis essayée. Je vous garantis pas que j'ai toujours le power de faire changer les choses. Mais quand ça fonctionne pas, l'année passée, on avait un cas où certaines choses fonctionnaient pas dans les questions YouTube. On a posé la question et ils l'ont réglé. Non, c'est pas très québécois et ça a été très agréable d'expliquer aux Américains qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Donc, voilà. Donc, un gain de temps parce qu'on n'a pas à tout refaire. Ça facilite la correction parce que, bien sûr, on a de l'automatisation là-dedans, ça s'autocorrige. Et ça, c'est le bout qui, pour nous, pour l'instant, n'est pas encore disponible, mais que je tiens à vous montrer parce que quand ça va l'être, ça va être quelque chose. Et encore une fois, je vous dis, je ne peux pas tout dire, mais des fois, je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent. Donc, ça va être quelque chose qui va être très intéressant, qui va nous permettre d'intégrer des indices qu'on peut déjà faire, d'intégrer des vidéos pour donner du support à l'élève dans la rétroaction. Mais ce qui est disponible en anglais, c'est que l'intelligence artificielle nous aide à trouver ces indices-là, nous aide à trouver des vidéos pertinentes. Pour le moment, ça fonctionne en anglais sur le système américain, mais bon, disons que j'en dis pas plus, mais il y a des choses qui s'en viennent. Donc, l'expérience de l'élève, de son côté, quand il fait un exercice, bien, il reçoit un retour en temps réel. Donc,
automatiquement, il sait s'il y a la bonne réponse, il n'attend pas la correction. S'ils ont de la difficulté à résoudre une question, ben, on peut ajouter des indices, on peut ajouter des vidéos qui vont l'aider dans sa pratique. Et en plus, ben, il y a des petits confettis, des petits, un petit côté amusant quand on réussit nos exercices. Et ça, on n'a pas à tout programmer ça nous-mêmes, ça se fait tout automatique. Donc, on va aller voir comment on accède à notre banque d'exercices. De la dopamine gratuite, effectivement. Bon, ma dopamine, je l'aime mieux quand je vais courir. C'est une dopamine qui est mieux pour moi, mais bon, quand même, ça fait du bien des fois, des petits confettis. Vous pouvez m'en envoyer quelques-uns, là, ça va me faire du bien. Donc, pour accéder à notre banque, bon, j'aime ça. Pour accéder à notre banque d'ensemble d'exercices, on va aller dans le menu Hamburger, qui est le menu à 3 lignes qui est en haut, et on va aller voir la section ressources. Mon image est en anglais, mais c'est exactement à la même place. On va aller le voir dans quelques secondes. On a notre section ressources. On va pouvoir filtrer nos activités parce que là, on va en créer un paquet. Et dans la section ressources, on va retrouver 2 choses. Nos exercices guidés qu'on a créés et les questions interactives dans YouTube qu'on a créées aussi. Et il y a un petit filtre qui nous permet de filtrer entre les deux. C'est la première fois que vous y allez, il n'y aura rien dans le filtre, mais j'imagine qu'après quelques années de création de matériel, ben, on veut pouvoir le trouver plus rapidement possible. Et il y a aussi, si on a bien nommé, si vous ne faites pas comme moi dans ma console démo, ça s'appelle tout exercices guidés sans titre. Si vous leur donnez un titre, vous allez pouvoir les retrouver plus facilement avec ici la barre de recherche. Alors, quand on arrive dans nos ressources, on va cliquer pour créer une nouvelle ressource. Et on va tomber dans une interface, qui ne va pas bien vous dépayser parce que ça ressemble beaucoup à un Google formulaire. On a les mêmes options. On peut avoir des réponses courtes, des paragraphes, des sélections individuelles ou des choix multiples. On peut ajouter des boîtes de questions, de texte, mais il y a quelques petites options intéressantes de plus dans la création de cette activité-là. Si on choisit la sélection multiple, la sélection individuelle et les réponses courtes, tout comme dans un formulaire, on peut donner la bonne réponse et ça va s'auto-corriger. Ce n'est pas rendu encore à l'étape où ça corrige les paragraphes. J'imagine que ça s'en vient. Ça, ce n'est pas un bout que je n'ai pas le droit de dire, je ne l'ai juste pas vu encore. Mais j'imagine qu'éventuellement, on va pouvoir avoir une certaine correction ou une suggestion. Mais on va toujours vouloir, dans ces réponses-là plus longues, garder notre jugement professionnel de revoir probablement la réponse avant d'envoyer la note, alors qu'une réponse à choix multiple, on peut bien laisser la machine faire une partie de la job pour nous. Ce qui est bien dans les exercices guidés, c'est le clavier mathématique qui nous permet d'ajouter des équations. Vous le voyez à l'écran. On a un petit symbole au bout. Quand je commence à taper, je peux activer le clavier et s'active à mon écran un clavier mathématique qui me permet d'aller chercher les symboles pour pouvoir faire une question mathématique. Donc, plus besoin d'aller dans un autre document, faire notre formule, aller copier, aller revenir. Donc, assez pratique de l'avoir intégré directement pour pouvoir créer notre exercice de mathématiques. Tout comme les formulaires, ben, on peut dupliquer des questions, on peut effacer des questions, on peut déplacer le tout. On a un petit menu, 3 petits points qui nous permet de recopier. Donc, vous ne serez pas dépaysé si vous avez déjà fait des formulaires. C'est assez intuitif pour pouvoir créer le tout. Donc, comme je disais, on peut changer l'ordre des questions, on peut ajouter des questions, on peut aussi ajouter des boîtes de texte, des fois juste pour donner une instruction supplémentaire. Donc, ce n'est pas une question, mais on veut pouvoir ajouter des informations. Donc, ça va être intéressant à ajouter. Ce qui est surtout intéressant pour ceux qui le font depuis un petit bout de temps, c'est qu'enfin, quand on importe nos formulaires, ils vont importer les images aussi. Je pense à tous mes profs d'univers social qui m'ont dit « C'est bien beau ton affaire, mais moi, j'ai plein de formulaires avec des images, puis là, les images, ils ne suivent pas. » Est-ce que ceux-ci s'enregistrent dans Drive? Est-ce qu'on veut dire les images, on veut dire les exercices?
Les exercices, ils sont dans Drive, effectivement. C'est une bonne question. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on peut aller les modifier dans Drive. On peut juste les modifier dans Classroom. Mais là, je dis quelque chose que je n'ai pas testé. C'est une bonne question. Mais c'est sûr qu'ils sont dans le nuage en arrière. Mais j'ai vu surtout qu'on l'éditait dans Google Classroom. Il faudrait que je valide si on peut éditer ailleurs. Ce n'est pas comme un Forms qu'on peut envoyer indépendamment. Il est vraiment attaché à Google Classroom. Donc, je pense qu'on doit passer par là, mais je vais revalider. Donc, on peut importer des images qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à le mois de mai dernier quand j'ai donné une présentation là-dessus. Effectivement, je pense bien qu'il est dans le dossier Classroom, mais je ne pense pas que c'est une entité, l'exercice guidé, qui est un outil qu'on peut gérer en dehors de Classroom. On peut donc importer nos formulaires et les images vont suivre aussi. Les enseignants aimeraient pouvoir créer des dossiers pour classer leurs... Ah oui, j'en prends note, je passe le message. Effectivement, si on pouvait classer ça par petits dossiers, parce que quand on va en avoir des centaines, ça va être effectivement très pratique et pour le moment, c'est effectivement pas possible. On peut filtrer, on peut faire une recherche par nom, mais on ne peut pas les classer effectivement. Donc, on va pouvoir importer nos formulaires. On a une petite fonction importer et on peut aussi importer des PDF. Donc, vous n'avez pas à tout refaire vos exercices que vous avez. Je vais mettre un petit bémol, on fait attention aux droits d'auteur tout de même. C'est pas parce qu'on a quelque chose qu'on a pris quelque part qui nous appartient. Donc, les PDF, on l'utilise pour ce qui nous appartient, dont on a le droit d'auteur. C'est beau, c'était mon petit moment éthique, merci. Donc, on va pouvoir importer les PDF. Quand on va importer le PDF, on va aller soit... Oui, c'est toujours important, Maxime, je suis bien d'accord. On va soit aller le chercher dans notre Drive, s'il est là, ou on peut aller l'importer directement s'il est sur notre bureau ou dans nos fichiers locaux. Et là, vous voyez à l'écran, on a un PDF et il y a une petite boîte bleue qui me permet d'aller faire une capture d'écran de l'exercice. Il faut que j'y aille exercice par exercice pour qu'ils comprennent que ça, c'est l'exercice 1, ça, c'est l'exercice 2. Donc, on ne fait pas une méga capture d'écran, sinon, ça va être pas mal pêle-mêle. Et là, il a transformé le tout en exercice à choix multiples. C'est sûr que là, contrairement à un formulaire, il n'a pas pris en compte la bonne réponse. Même si on lui donne notre corrigé, là, lui, il va mettre les questions. Tandis que dans un formulaire, quand on va importer à partir du formulaire, si on avait déjà identifié que la question 2 était la bonne réponse, il va prendre en compte le tout. Et la nouveauté, comme je vous disais, c'est vraiment que là, il prend en charge les images aussi. Donc, vous n'aurez pas à essayer. On avait trouvé des poinçons de contournement, là, mais on n'aime pas ça, là, des solutions duct tape que j'appelle. Là. Mais on faisait une capture d'écran, on mettait ça là, on faisait. Là, maintenant, il prend les images et il les importe. Il n'y a pas de souci. Donc, on transfère le tout et on modifie le tout. Je vais basculer juste pour vous montrer quelques petits extras qui n'étaient pas dedans, qui sont peut-être pas nécessairement une nouveauté, mais que je trouve ultra important. Alors, je vous repartage mon petit compte démo qui vous montrait tantôt le read-along. Donc, je vais sortir de mon read-along et on va aller dans ressources. Vous voyez ici, dans l'onglet à gauche, dans ressources. Et là, ben, je suis bien d'accord avec Annick, ce serait bien, parce que là, j'en ai pas beaucoup, mais ce serait bien, effectivement, des dossiers pour pouvoir tout classer. Mais j'ai au moins la possibilité de filtrer et de dire, donne-moi seulement les exercices guidés. Et si vous n'avez pas fait comme moi et créé tout le temps des exercices guidés par titre, vous devriez pouvoir les retrouver dans vos ressources. La fonctionnalité qui est intéressante aussi, c'est dans le menu 3 petits points, vous avez ici la possibilité de partager votre ressource. Donc, entre collègues, vous pourriez dire, je donne accès, voici le lien et vous l'envoyez par courriel ou autre et vous pouvez le partager. Ne vous inquiétez pas, ça ne suit pas avec les notes des élèves, puis les résultats, puis les infos et tout le kit. Ça ressemble à ça quand je le reçois. Donc, on va s'imaginer que Chantal vient de m'envoyer une ressource qu'elle a créée. Et là, ici, j'ai un bouton qui va vous
sembler familier là, sur certains modèles, me créer une copie et ça devient ma copie. Je peux modifier, enlever des questions, ajuster, mais je n'ai pas à tout refaire. Donc, si vous voulez bâtir ça en équipe, ben on peut diviser pour mieux régner et se partager le travail et dire, moi, je vais faire ces 6 exercices-là, toi, tu vas faire ceux-là et on a nos ressources. Mais on note bien votre suggestion des dossiers, ce serait effectivement extrêmement pratique. Ça vous va pour les exercices guidés? Donc, dans les nouveautés, comme je vous disais, pour importer, je vais aller en faire un juste rapidement, vous montrer en français c'était où. Donc, exercice guidé, ça ressemble à un formulaire, j'ai mes réponses ici, on est habitué à l'interface. Quand j'arrive ici dans ma saisie de texte, voyez-vous le petit symbole ici, insérer une formule mathématique. Et là, j'en demande beaucoup à mon ordinateur présentement, mais il y a un petit chose de mathématiques qui ouvre et que je peux aller faire les symboles. Maintenant, demandez-moi pas le nom des symboles, s'il vous plaît. J'étais prof d'anglais, pas prof de mathématiques. Déjà qu'il a fallu que je sache que ça, c'était sigma. Vous avez le droit de rire de moi. Donc, j'ai d'autres belles qualités, je vous le promets. Donc, je vous repartage la présentation. Voilà. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Le bouton importer, je ne vous l'ai pas montré, mais importer, après ça, on choisit où est notre fichier, soit localement ou autre, et on peut transférer le tout. Mais il y a pas, c'est pas comme quand on transférait là, d'un Microsoft Word à Google Doc, puis là, il y a 1000 mises en page, là, vous inquiétez pas, il n'y a pas ça, là. C'est assez simple, il n'y a pas trop de mises en page à faire. Après, c'est de choisir est-ce que je garde telle question ou telle question, mais ça fonctionne très bien. On va parler des activités vidéo interactives. Je vous disais que je vous montre quand même certaines choses, surtout qu'il y a plein de choses qui s'en viennent au niveau de l'intelligence artificielle. Celles-là sont disponibles en sciences en anglais, mais vous allez voir le potentiel de ce qui s'en vient et j'ai l'impression qu'on va en voir de plus en plus dans les prochains mois. Donc, ici, on a des activités interactives dans YouTube qui sont dans Google Classroom avec les versions Teaching and Learning et Éducation Plus. Eh bien, c'est un peu, vous êtes habitué avec ces outils-là, le Edpuzzle et autres, qu'on ajoute des questions dans la vidéo. Donc, l'élève, à tel moment, il y a une question qui apparaît, ça permet de l'interactivité dans la vidéo. Ce qui est nouveau, c'est l'ajout de l'intelligence artificielle pour pouvoir proposer des questions qui serait bonne à inclure dans les vidéos. Pour le moment, il y a une série de vidéos en sciences qui sont lancées. Fait que j'imagine qu'on va y aller avec du contenu de plus en plus. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes dans le groupe GEG Québec, là, ou un endroit à partager du moins, partagez-le quand vous en découvrez une. Là, on ne le voit pas super bien à l'écran, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite étoile. Là, mon GIF animé, il tourne en boucle, mais il y a une petite étoile, comme une petite étoile de magie qui apparaît à côté des questions. Là, bien sûr, il fallait que je choisisse le moment. Voyez-vous la petite étoile jaune qui est à côté? Mais ça veut dire que c'est des questions qui ont été générées à l'aide de l'intelligence artificielle. Vous avez le panneau à gauche, ça va être des suggestions. Ce n'est pas automatiquement, je fais ma vidéo, puis tous les élèves sont pognés avec les questions, puis l'IA a décidé à ma place. Là, ça va être des suggestions dans la barre déroulante à gauche. Donc, quand je vais choisir une vidéo à partir de Classroom, à partir de YouTube, mais je vais pouvoir avoir accès à des banques de questions comme ça que je vais pouvoir ajouter et m'inspirer de ces questions-là. Donc, après ça, je vais choisir se déplace où, laquelle je prends. Je vais pouvoir choisir le tout. Pour l'instant, il y a quelques vidéos en sciences, donc vous pourrez peut-être aller le tester juste pour le fun de le tester, mais je serai à l'affût de cette petite étoile jaune-là dans les différentes vidéos YouTube. Bien sûr, c'est pour des vidéos éducatives qu'ils vont le faire. Donc, le vidéo du gars en mountain bike qui se pète la face dans une montagne, il n'y aura probablement aucun et jamais de questions interactives faites avec l'IA. On s'entend. Ils vont sélectionner des vidéos. Bien sûr, il va en avoir beaucoup en anglais pour le moment, mais je voulais vous le montrer quand même parce que ça nous donne le potentiel. Il n'y a rien qui vous empêche, en passant, de demander de l'aide de Gemini pour créer des questions et après venir les ajouter. Donc, voilà. Mais je voulais quand même vous le montrer. Je trouve ça intéressant.
Pour ajouter les vidéos interactives, est-ce qu'il y en a avec un petit pouce ou une autre réaction? Vous avez le droit de choisir un bonhomme qui pleure si vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui les utilisent, les questions interactives dans YouTube et qui les envoient à leurs élèves, qui ont ajouté des questions, qui l'utilisent régulièrement? Non! Pas encore. D'accord. Bon, on va aller regarder comment faire parce que ça, si vous avez Teaching and Learning ou Éducation Plus, vous avez déjà accès. Donc, vous allez dans les activités. Vous vous souvenez tantôt quand on est allé voir et j'avais Read Along. YouTube, il va être là. Il y a pas, on n'a pas d'activation à faire. Il est déjà là. Il était déjà disponible. Oui, je suis d'accord, Annick, qu'il manque encore des fonctionnalités, mais bon, je vois des nouveautés régulièrement qui sont ajoutées. Donc, effectivement, Edpuzzle a encore plusieurs ajouts. Vous allez voir que Edpuzzle est aussi un module complémentaire. Donc, si vous êtes abonné, ben, on peut aussi passer par Edpuzzle. Mais bon, on aime bien quand c'est intégré directement dans les outils. Donc, vous allez voir un onglet YouTube. Et quand je clique sur l'onglet YouTube, comme vous allez le voir à l'écran, ben, j'avais déjà ça et j'ai ça dans la version Fundamentals. On pouvait aller chercher une vidéo et on l'ajoutait. Si vous avez Teaching and Learning et Éducation Plus, la différence, c'est que vous allez avoir cette boîte-là qui va vous permettre d'ajouter des questions, de choisir à quel moment et pour certaines questions, d'ajouter des questions avec l'IA, mais c'est tout simplement de cette façon-là que ça va fonctionner. Toutes les activités que vous allez créer vont se retrouver dans les ressources. La même place qu'on est allé tantôt pour les exercices guidés. Donc, ça se partage aussi entre collègues avec les 3 petits points. On peut l'envoyer. On peut dire, tiens, j'ai créé cette vidéo-là, voici les questions. Et tout comme les exercices guidés, ben, je vais pouvoir dire, moi, la question que Chantal a mis en deuxième, je ne la poserai pas à mes élèves, m'a posé celle-là. Et on peut modifier, mais sans avoir à tout recommencer et tout trouver les ressources. Celle-là, moi, ça, j'aurais voulu cette fonctionnalité-là. Je ne sais pas si vous faites travailler vos élèves en équipe et que vous devez parfois assigner des choses en équipe. Et là, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on faisait avant d'avoir cette fonctionnalité-là? Mais là, on ouvrait un devoir, on choisissait 4 élèves. Là, on en ouvrait un deuxième, on choisissait 4 autres élèves. Puis là, on en ouvrait un autre, puis on faisait 4 autres élèves. Bien, maintenant, vous avez la possibilité de créer d'avance des groupes. Donc, on peut aller se créer des groupes qu'on peut nommer. Là, à l'écran, ce que vous avez vu, ils ont même mis un petit emoji pour le retrouver rapidement. Et on pré-crée nos groupes. On va aller le voir ensemble, mais comme vous voyez à l'écran, j'ai sélectionné quels élèves vont être dans le groupe A, groupe B. Et là, on peut le nommer, ça peut être différents groupes pour différentes choses. Mais quand je vais créer un devoir, bien, je vais avoir l'option de soit choisir des élèves, soit choisir des groupes, soit choisir les deux, parce que je pourrais dire, je l'envoie à tel groupe, mais je l'envoie aussi à Mélanie pour qu'elle puisse avoir les documents. Donc, ça fait qu'on peut préparer des groupes. Les élèves peuvent faire partie de plus d'un groupe en passant. Donc, on peut juste se faire des groupes selon différentes raisons, pour le multiniveau absolument, pour des raisons de différenciation, par intérêt, par niveau de difficulté, pour pouvoir faire des changements de groupe. Et vous avez la possibilité de modifier ça en tout temps, de dire, je déplace, je fais mes groupes pour l'étape 1, puis après ça, je fais mes groupes pour l'étape 2. Vous avez la possibilité de bouger tout ça. Moi, ça, c'est une belle nouveauté. Je vois que Chantal disait un coup de cœur de la rentrée pour les enseignants de son CSS. Effectivement, si on veut faire travailler les élèves en équipe, ce qui est super important, des sous-groupes de besoins, absolument, c'est un bel ajout. Je vais aller vous le montrer juste rapidement. Je vois le temps, puis je pense que je suis correcte pour aller vous montrer rapidement comment on fait le tout. Donc, je m'en vais dans ma fameuse classe où il n'y a rien à part des exercices sans titre. Je retourne dans mon groupe, donc cours test. Et là, je vais dans mon onglet personne. C'est là que j'allais pour ajouter mes élèves. Vous allez voir maintenant qu'il y a la différence entre élèves et groupe, tout simplement. Et quand je vais dans le groupe, ben, je vais cliquer sur créer un groupe. Et là, si j'avais des élèves, parce que là, apparemment que j'enseigne à un chat, mais si j'avais des élèves, ben, j'aurais des petites cases à cocher et je pourrais venir cocher et créer de multiples groupes de cette façon-là. Et je nommerais le groupe A, groupe B, vous nommez les groupes que vous voulez. Et quand je vais donner un devoir, donc quand je vais aller dans travaux et devoirs,
Bien, ici, attribuer à, vous voyez qu'il y a un petit nouveau à côté. Quand je vais cliquer, je vais avoir l'option de choisir soit des élèves, soit les groupes, soit les deux. Donc, je vais pouvoir ajouter et distribuer le tout. Ça vous va pour ça? Oui, j'ai des chats, je suis chanceuse. Mais ils sont tannants, mais la nuit, fait que j'enseigne 24 heures sur 24. Donc, il y a une question, je vais la prendre parce qu'on a encore un petit peu de temps. Qui avait levé sa main? J'ai vu une main levée, à moins que ce n'était pas une main levée, puis que c'était juste une exclamation de « on veut ça ». Marie-Josée? Oui, bien, je veux prendre la question de Catherine, parce que j'ai la même. Est-ce qu'on peut publier un devoir dans lequel les coéquipiers peuvent collaborer? Autrement dit, on assigne un devoir à des équipes, on va dire nos équipes A, B, C, mais on voudrait que dans le groupe A, B, le groupe A, tout le monde peut travailler sur le devoir du groupe A, et etc. Non, pas ce que je sache, parce que là, on va attacher les fichiers et c'est chaque élève qui va recevoir son fichier. Donc là, si, mettons, j'assigne un Google Doc, ça va pas faire ça va faire une copie par élève, par exemple. Ça ne fera pas une copie par groupe. Mais c'est une belle fonctionnalité qui pourrait être bien intéressante à développer, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir le faire manuellement après ça sur le document, de le partager. On peut déjà partager dans des groupes, mais là, c'est les groupes de Classroom. Je ne veux pas mélanger tout le monde, mais il existe des groupes qu'on peut faire dans les contacts qu'on a. Puis après ça, on peut partager, mais là, je vous mélange un peu de cette façon-là. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. L'affaire, c'est que ce que j'ai compris, c'est que les élèves ne savent pas nécessairement qu'ils ont été mis dans le groupe parce qu'on ne veut pas non plus faire un groupe des élèves plus faibles, les élèves plus forts, et là, ils savent dans quel groupe ils ont été placés nécessairement. Donc, c'est plus pour regrouper à qui on va envoyer certaines choses. Après, verbalement, on peut choisir de dire « je vous ai envoyé les infos, va dans ton classroom », mais ils le reçoivent vraiment individuellement, l'information. Fait que j'imagine que si on veut qu'ils travaillent en collaborativement, on voulait dire, par exemple, un Google document ou un Google présentation, mais là, il va falloir partager le tout. On pourrait inviter un membre de l'équipe à le partager avec les autres, là, mais non, mais c'est une très belle suggestion, par exemple. Je la note et je la pousse autant que je peux, mais comme je vous dis, je n'ai pas tant de power que ça, mais on va essayer de passer le message. Ce serait une belle complémentarité avec l'offre des groupes, effectivement. Alors, on va parler des modules complémentaires. On a déjà parlé de 2 modules. On a parlé de Read Along, puis on a parlé de YouTube, mais on a même parlé dans le chat aussi de Edpuzzle et autres qui sont des modules complémentaires aussi. Alors, les modules complémentaires, les avantages des modules complémentaires, je vais Ça ne devrait pas être bien long. Je pense que c'est Alexandra qui a gelé dans la présentation. Donc, ce ne sera pas bien long. On va tenter de voir si on peut vous la ramener. Alors, on est en train de la contacter autrement pour voir son retour. Alors, j'aime bien la blague, c'est à cause de sa climatisation. Effectivement, je pense qu'on va lui dire d'arrêter de climatiser autant, puis de se laisser un peu de jus pour son réseau. Tant qu'à être là, je vais profiter du fait que tout le monde est là, on attend. Moi, j'ai jamais eu la licence Teaching and Learning. On est tous au CSS dans la licence gratuite. Et quand Alexandra parlait de former les sous-groupes, parce qu'il y en a qui ont essayé, parce qu'on peut partager un Bonjour tout le devoir. monde.
Je t'es de m'excuse vraiment, retour. j'ai plus d'Internet. Donc, je vous parle à partir de mes données mobiles. Alors, vive la technologie. J'ai vraiment Mais là, zéro Internet dans la maison. dans le clavardage, Alexandra, il y a quelqu'un qui dit c'est à cause de ta climatisation. Là. Ouais, Fallait je être là au pense que début c'est à pour cause de comprendre ça, le lien. Là, mais... effectivement. Fait que voilà, j'ai voulu pas avoir chaud, c'est ça que ça donne. Fait Is a que, new feature on va that voir allows si you les to données bring your favorite content, Et là, on activities, peut écouter le and son qui est lessons from reparti. top EdTech. Il était bien content de repartir. Bonjour tout le monde! Est-ce que là, on sent à l'aise que des problèmes techniques, ça peut arriver à n'importe qui à tout moment? Donc, voilà. Alors, on remercie TELUS et ses données mobiles qui, présentement, me sauvent la vie. Chantal, je t'ai coupé la parole, je parle en arrivant. Qu'est-ce que tu... Oui, j'étais en train de poser une question. C'est que j'ai pas accès, moi, à une licence Teaching and Learning ou Education Plus. Et là, tu disais tantôt, quand on formait des groupes, moi, j'ai mon expérience de version gratuite. Hein? Quand je partage un devoir, je peux le partager modifiable par les élèves quand un travail. Oui, là, tous les effectivement, élèves. c'est vrai. Mais dans les groupes, tu peux pas faire ça, mettons, pour ton groupe. Mais oui, de on pourrait, effectivement. Ça serait une belle façon de le contourner ou d'aller partager juste aux 4 personnes. Et, effectivement, aussi, là, si on veut, parce que modifiable, s'ils repartagent le lien. Mais oui, ça pourrait être une façon, mais ce serait bien que ce soit automatisé, qu'automatiquement, si je fais une copie par élève, ça fait une copie partagée avec le groupe ou qu'il y ait une petite case à cocher qui dit partager avec le groupe. Puis il me semble qu'on sauverait des clics et on sauverait des... Voilà. Mais oui, c'est une belle façon de contourner. Oui, de créer un doc pour chaque équipe même ou un drive pour chaque équipe quand il y a une équipe de créer pour que le partage se fasse, que ça fait un 10 d'équipe. Bref, on va tout réinventer. On va aller leur dire, finalement, on a pensé à ça. Voici comment vous devez faire ça. Alors, ça vous va si j'essaie de continuer? Je vous ai fait perdre quelques minutes. Je suis vraiment désolée. Donc, je ne ferai pas jouer à vidéo parce que je vais être sûre que mes données mobiles tiennent le coup. L'enregistrement, je pense qu'il a continué. Oui, ça a continué d'enregistrer. Donc, vous avez parlé sans moi. Je vais pouvoir savoir ce que vous avez dit dans mon dos pendant que j'étais partie. Donc, les modules complémentaires, l'avantage, c'est qu'ils sont intégrés dans Classroom. Donc, on évite d'aller se reconnecter à différents outils. Ils restent dans la plateforme. On évite de se promener d'onglet en onglet aussi. Et bien sûr, il y a une synchronisation qui est faite, qui pour vous est plus facile à gérer. Google Classroom add-ons. Tu joues la vidéo. Donc, on avait quelques modules complémentaires, mais là, vous voyez, ça a été très, très, très bonifié. En juin dernier, ils en ont annoncé un paquet d'autres. Vous allez reconnaître plusieurs outils que vous connaissez déjà. Il y en a qu'on connaît moins. Il y en a même qui viennent du Japon, donc à moins d'enseigner au Japon ou le japonais vont peut-être être moins intéressants, mais je vois des Genially qui sont utilisés, des WeVideo qui sont souvent utilisés, Kami qui était déjà là. On a parlé d'Edpuzzle qui était là aussi, Screencastify, c'est tous des noms d'outils qu'on utilise quand même. Il faut savoir, comme tantôt avec Read Along, que pour chacun des modules complémentaires, il faut qu'ils soient autorisés dans la console d'administration. Donc, ça se peut que vous dites, ben, on a ça, nous autres, oui, vidéo, mais que vous arriviez dans Classroom, puis il n'est pas là, le module. Vous allez voir sur mon prochain écran, parfois, vous allez avoir la possibilité vous-même de les ajouter. C'est un peu comme dans Chrome, quand on a nos extensions, il y a certains environnements qui vont nous permettre de les installer. D'autres qui ont fait le choix d'en installer quelques-uns ou de nous ouvrir un magasin qui nous permet d'ajouter, mais pas ajouter tout ce qu'on veut. Il y en a d'autres que c'est un bar ouvert et qu'on peut tout ajouter. Bref, vous avez différentes possibilités selon votre environnement. Donc, ça se peut qu'il faut le demander. L'autre chose, c'est qu'il y en a certaines qui vont demander des abonnements. Il y en a qu'on va pouvoir utiliser gratuitement. YouTube en est un là, qui fait partie des applications qui est Read Along aussi qui est inclus. Mais si on prend un Edpuzzle, il va falloir avoir un abonnement. Oui, vidéo aussi, il va falloir avoir un abonnement pour qu'ensuite on puisse assigner des vidéos. Donc, c'est pas parce que c'est un module complémentaire que on a accès à tout ce qu'on vient de voir à l'écran. Ça serait bien, là, j'aimerais ça. Moi, je serais pour on a tout ça, puis on a accès à tout ce qu'on veut, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on va peut-être avoir la possibilité d'ajouter les modules. Sinon, il y en a qui vont être ajoutés pour nous. Sinon, il va falloir faire la demande qu'ils soient ajoutés.
quelques petites fonctionnalités qui étaient en demande aussi. Je vois le temps filer, donc je me dépêche. Le premier, ce sont les rapports qu'on envoyait aux parents. On a ça depuis longtemps. Ça envoyait les travaux non faits, non remis et autres. C'est pas nous qui décidions quand ça partait. Là, ça partait le mardi soir, puis c'est pas nous qui avions décidé ça, puis là, il fallait faire attention et tout. Et le parent, ben, il pouvait avoir aucune autre information que devoir non remis et la note et pas d'infos sur c'était quoi. Bien, maintenant, il y a une possibilité d'envoyer une version de la page travaux et devoirs aux parents. Mais je vous rassure, une version en lecture seulement qui ne permet pas aux parents de cliquer sur le devoir et d'aller le faire à sa place, qui ne permet pas d'aller voir tous les commentaires que vous avez donnés à l'élève dans la conversation privée sous le devoir. C'est vraiment une version en lecture seule, épurée, qui va au moins donner c'était quoi les consignes du travail et c'est quoi les fichiers qui étaient disponibles. Ça va permettre aux parents de pouvoir dire, ben non, Roxane, là, ta prof, là, elle l'a expliqué, relis comme il faut les instructions, puis voici, tu avais mis des documents, est-ce que tu les as consultés, est-ce que tu es allé voir la vidéo qui est attachée? C'est au choix. On le voit à l'écran, là, on peut choisir d'envoyer. C'est un code qu'on envoie aux parents par courriel. Si vous avez, par exemple, Gmail comme courriel, où vous avez activé la possibilité, même si vous êtes dans Outlook, là, de pouvoir envoyer des courriels à l'externe. Des fois, on a la possibilité d'au moins utiliser la fonctionnalité qui pousse le courriel en dehors de Google Classroom sans nécessairement que les courriels entrent dans un Gmail, mais vous allez pouvoir l'envoyer directement. On m'a avisé sur le groupe GEG Québec, justement, que pour le moment, il y en a que c'était reçu tout en anglais. On a poser la question, on va faire escalader le tout, on va valider. Donc, faites des tests peut-être avant de vous l'envoyer avec un élève, un collègue ou autre, là, peut-être pour voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que ça va vous rassurer aussi d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus, là, pour voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais je vous rassure, c'est une prévisualisation de la page travaux et devoirs. Ce n'est pas un accès à Google Classroom qui permet de faire les devoirs. Ils n'ont pas accès au flux. Ils n'ont pas accès au carnet de notes, ils n'ont pas accès à tout ça. Ils ont vraiment une version épurée, donc beaucoup plus complète de ce que c'était avant. Non, on n'aura pas entré les courriels de tous les parents parce que si on le voit un petit peu à l'écran, là, c'est un lien qu'on va envoyer pour aller le consulter. Donc, on va pouvoir envoyer un lien qui va donner les devoirs, puis ça ne sera pas l'information nécessairement de tout, de chaque enfant personnalisé. Là. Ça va être voici ce qui a été mis dans les devoirs dans le groupe. Donc, ça permet d'envoyer l'information puis de dire voici les devoirs de cette semaine, par exemple, sans que ce soit toute l'information personnalisée. Donc, voilà. Le carnet de notes, je suis curieuse de savoir s'il y en a qui l'utilisent parce que je sais qu'on a Pluriportail, on a Mosaïque Portail, on entre nos notes là-dedans. Mais il y a des belles fonctionnalités dans le carnet de notes pour pouvoir conserver des traces. Et ils ont ajouté certaines fonctionnalités. Par exemple, et ça, c'est disponible pour tous, pour les travaux manquants, on va avoir plus de flexibilité à ce qui arrive quand un travail est manquant. On va aller le voir ensemble. Et là, je vais peut-être partir un débat sur l'évaluation, ce qui n'est pas mon intention aujourd'hui. Donc, je vais vous dire ce qui est possible et vous débattrez par la suite. Ça me fera plaisir de vous écouter. Ensuite, l'autre ajout, c'est la vue élève par étape. Donc, on va pouvoir organiser nos notes par étape plutôt que de dérouler pendant toute l'année au grand complet. Donc, je vous montre rapidement. Pour les travaux manquants, ce qu'on va pouvoir faire, et je pense que l'autre page est encore un petit peu plus, je vais aller là puis je vais revenir. Je m'excuse de vous donner mal au cœur. Donc, vous allez avoir une page qui va vous inviter, et ça, c'est disponible dans toutes les versions. Donc, même la version Fundamentals, vous devriez avoir déjà eu l'espèce de petit pop-up. Donc, vous allez avoir la possibilité d'identifier qu'est-ce que vous voulez qui arrive quand un travail est manquant. Donc, on peut lui dire, tu vas attribuer automatiquement un 0. Je ne pars pas le débat sur les 0. Vous pourriez dire, dans nos normes et modalités, l'élève qui remet un travail en retard, c'est maximum 60 %. Je ne pars pas un débat sur l'évaluation, mais je pourrais indiquer automatiquement, tu donnes 60 %. Je pourrais aussi décider de fermer ça et que ça soit juste écrit « devoir manquant ».
Je pourrais aussi décider d'aller manuellement, et c'est ce qu'il y avait sur mes autres diapos, dire tu fais rien, puis moi, manuellement, je vais aller le faire, mais là, je le fais pour chacun. Donc, à vous de voir dans vos pratiques évaluatives, qu'est-ce qui arrive quand il y a un devoir manquant, mais vous pouvez décider d'automatiser le tout. Et on peut à tout moment aller modifier ça. On va aller le regarder ensemble rapidement dans les paramètres de vos notes. Donc, ça se change. Il m'en restait un, c'était, je vais aller vous le montrer pour les étapes en même temps. Et ça va être ma dernière chose. Mon Wi-Fi tient, c'est super. Je n'habite pas dans le bois en passant, fait que je ne comprends vraiment pas pourquoi tout à coup, je n'ai pas d'Internet. Je pense que c'est ça, il y a un sabotage quelque part. Donc, voilà. Quand je suis ici dans mes paramètres, est-ce qu'on m'a vu faire ou je suis allée trop vite? Ma roulette d'engrenage en haut à droite. Donc, Partage plus, Alexandra. Ah, bien, c'est sûr que là, vous ne le voyez pas. Hein? C'est petit, c'est pas petit, c'est pas visible. Donc, dans le coin en haut à droite, quand je suis dans mon cours, ici, j'ai une roulette d'engrenage. Est-ce que tout le monde m'a vu faire dans la petite roulette? Donc, j'arrive dans les paramètres qui me permettent de modifier les paramètres de ma classe. Et si je descends dans la section ici, notation, il y a quelques petites nouveautés. On vient de parler de la note temporaire pour les devoirs non rendus. C'est là que je pourrais décider d'activer ça ou pas, de venir mettre une note par défaut. Est-ce que je mets un 0 par défaut? Il est modifiable par la suite, votre 0, là, il n'est pas statique à vie. Mais les périodes de notation, c'est ici que je vais venir les changer. Cette fonctionnalité-là va être disponible pour les licences et Éducation Plus. Par contre, celle-là ici, elle est disponible pour tout le monde. Donc, ici, je vais pouvoir ajouter mon étape 1, elle commence quand? Et dire étape 1, par exemple, et de venir mettre un début et une fin. Et je vais pouvoir ajouter 3 étapes, 4 étapes, autant d'étapes que vous pouvez finalement. On aimerait mieux 2, je pense, qu'à ce que je comprends. Donc, on peut en mettre 2 juste par principe, mais bon, on va être obligé d'en faire 3, je pense. Et on peut venir copier le tout dans un autre cours. Fait que vous pouvez les entrer une fois, là, si vous avez les mêmes étapes d'habitude pour tous vos groupes. Vous n'avez pas à recopier ça. Vous pouvez faire copier dans d'autres cours et aller l'ajouter. Donc, de cette façon-là, ça va organiser votre carnet de notes par étape. Et l'élève, quand il va aller consulter ses notes, bien, il va voir les notes de l'étape aussi. Ça aide un peu plutôt que de dérouler dans le carnet de notes comme on faisait avant. L'échelle de notation n'était pas dans mes diapos, mais je vous la montre quand même parce que je trouve ça intéressant pour des pratiques évaluatives. Je peux par défaut venir décider comment je veux que mes grilles d'évaluation qui sont attachées à des travaux fonctionnent. Donc, je pourrais dire, si je vais avec maîtrise, et là, tout ça se modifie, je pourrais venir dire excellent, bon, satisfaisant et tout, et ne pas mettre de notes avec mes travaux, mais mettre plutôt le niveau de maîtrise. Ça peut être des notes alphabétiques que je peux venir changer si je n'ai pas de plus ou autre. Ça pourrait être une échelle à 4 points. Même si c'est écrit 4 points, je pourrais en mettre, je pourrais faire 5 puis pas mettre de 0, par exemple, ou 3 puis pas mettre de 0 et autres. Et je peux la personnaliser aussi. Et sachez qu'on peut même venir décider d'utiliser des emojis pour se faire une grille plus imagée. Et donc, je pourrais venir appliquer ça. Et encore une fois, je peux l'appliquer à tous mes cours et dire, voici toutes mes évaluations. Donc, je pourrais m'en servir pour donner une évaluation là et entrer par la suite une note en ayant regardé toutes mes traces et en l'ayant dans le carnet de notes. Donc, je voyais quand même des belles possibilités pour vous montrer ce qu'il y avait disponible dans le carnet de notes et les nouveautés qui étaient disponibles, même si je sais qu'on pour entrer la note finale, on va dans d'autres outils, assurément. Avant de passer à la section questions, j'ai une petite demande à vous faire. Donc, on me demande de vous faire remplir un petit questionnaire sur la présentation d'aujourd'hui que je vous mets dans le chat ici. Bien sûr, c'est un customer feedback, là, donc vous êtes mes customers aujourd'hui apparemment. Donc, et il est en anglais, mais vous pouvez tout à fait répondre en français. Et je vais vous montrer rapidement 2 fonctionnalités qui n'étaient pas du tout dans Classroom, mais que sont très pratiques, que vous
savez peut-être déjà. Mais si vous voulez vous le faire traduire, on fait un clic droit et vous allez avoir traduire en français. Ça se peut qu'il y ait certains mots qui n'aient pas de bon sens, mais c'est quand même pas si mal. Et je ne sais pas si vous aviez vu cette nouvelle fonctionnalité-là dans Chrome qui permet de rechercher avec Google Lens. Donc, quand on clique sur cette fonctionnalité-là, je peux venir faire une capture d'écran d'une image ou d'un texte à l'écran et sauve à côté une boîte qui me cherche des images similaires. Donc, ça peut être chouette. Bon, pour le magasinage, c'est très chouette en passant pour savoir, mais ça, c'est où, puis ça s'achète où. Donc, voilà. Ça, c'était une petite fonctionnalité. Je vous ai mis le questionnaire. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour répondre. Vous allez voir qu'on vous demande de choisir qui vous a présenté les nouveautés aujourd'hui. Donc, c'est facile. Ils ont commencé par Alexandra. Donc, je suis la première en haut de la liste. Vous devriez me trouver rapidement. Mais je vais aussi vous envoyer un courriel avec le lien si jamais vous ne l'avez pas. Je vais vous envoyer la présentation aussi en mode lecture si jamais vous voulez revoir là, où étaient les choses. Et on me demandait un certificat de participation. Répondez-moi à ce courriel-là en me disant que vous en avez besoin plutôt que j'en crée. J'avais quand même plus de 80 inscrits. Fait qu'au lieu de créer 80 certificats qui ne serviront pas, ceux qui en ont besoin, écrivez-moi. Je vais vous en faire un personnellement. Et l'enregistrement aussi, demandez-le moi. Je vais vous l'envoyer. Je vais voir là, comment on va pouvoir le diffuser. Mais si vous le voulez rapidement, bien, écrivez-moi. Je vais vous le partager. Je vais arrêter mon enregistrement pour pouvoir ouvrir les questions. S'il y en a qui n'ont pas de questions et qui doivent quitter, il n'y a aucun souci. S'il y en a qui veulent rester pour discuter, on reste pour discuter sans problème. Et j'arrête l'enregistrement à ce moment-ci.